Issue d'une famille bien ancrée à Berthierville, Marie Grégoire se fait remarquer comme la jeune qui incarne le non au référendum de 80. Communicatrice douée et impliquée dans son milieu, elle participe à la fondation de l'Action démocratique du Québec. Son passage à l'Assemblée nationale fut court, mais non moins marquant. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, Madame Grégoire. Bonjour. Bienvenue à Mémoire des députés. Merci pour l'invitation. Candidate pour la première fois en 1998, vous avez perdu vos élections dans le comté de l'Assomption et l'ADQ est fait élire seulement Mario Dumont. Parlez-nous de cette campagne, surtout pour vous. C'est une campagne, comme j'ai fait 94 dans les coulisses, cette fois-là, Mario Dumont m'appelle et me dit Marie, tu vas te présenter, j'ai besoin de toi comme porte-parole, finances publiques et économie. Je dis, pardon, finances publiques, économie, ça va, mais finances publiques, voyons. Il dit, non, tu vas voir, ça va très bien, ça va bien aller. Fait que, alors, j'avais une promesse que j'avais faite à l'effet d'être là dans les coulisses ou devant, là où on me le demandait. Alors, j'accepte quand même d'être là. Et là, au départ, je dois me présenter dans Hochelaga-Maisonneuve. Oh! Contre Louise Arel? Contre Louise Arel. Et d'ailleurs, le premier débat télévisé que je fais, c'est avec M. Boisclair, André Boisclair. Et sous mon nom, le bandeau dit « Candidate Hochelaga-Maisonneuve ». Cependant, le lendemain, parce que je travaille en même temps, évidemment, il faut continuer de gagner sa vie. Alors, je reçois un appel au travail et c'est quelqu'un qui m'invite à une activité. Moi, je vis dans l'Assomption à ce moment-là. Et c'est quelqu'un qui m'invite à une activité politique dans l'Assomption. Puis je dis, bien non, il faut demander à votre candidate. Et il me dit, bien non, l'ADQ n'a plus de candidat dans l'Assomption. Elle vient juste de se désister aujourd'hui. Et donc, on pensait que vous pourriez, comme vous vivez, puis vous êtes très active dans l'Assomption puis dans la Naudière, ce serait le fun que ce soit vous. Puis là, j'ai fait, OK, il n'y a plus de candidat dans l'Assomption. La raison pour laquelle j'allais dans Hochelaga-Maisonneuve, c'est que il y avait déjà quelqu'un dans l'Assomption, c'était très correct comme ça. Alors, le soir, on fait l'annonce des candidats et là, il faut que je me décide au fait de choisir à quel endroit je vais me retrouver. Et finalement, je décide d'aller dans l'Assomption parce que là, je dis, bien, c'est chez nous, les gens ne comprendraient pas que je ne sois pas chez moi. Là. Alors, fait que je décide de faire la campagne dans l'Assomption. C'est une campagne qui va être vraiment excitante en même temps, parce que là, on a 125 comtés, 125 candidats qui les représentent. On a une structure un peu plus formelle, une permanence. Tu sais, vraiment, là, les choses s'organisent et ça donne très bien. La permanence est à quelques pas de là où j'ai un mandat. Je travaille à ce moment-là, j'ai un mandat pour IBM. Et fait que je fais les allers-retours. Je fais les points de presse aller-retour entre le travail et la permanence qui est à une rue de là. Alors, je peux être présente aux côtés de Mario. La fin de semaine, les soirs, je fais campagne dans mon comté. Mais mon comité, c'est ma maison. Mon dépliant, c'est moi qui le fais. Je le fais imprimer de manière très artisanale. Alors, tout ça me permet de porter le message. Et je vais avoir un résultat qui est, somme toute, pas pire. Parce que, encore là, dans les deux chiffres, avec un 2 en avant, je pense que je fais autour de 22 Et ça a créé quand même un certain buzz. Et on est content. Fait qu'on est quelques-uns à avoir des résultats au-dessus de 20 Et pour nous, c'est pas une victoire, mais c'est des pas. On marque des pas. On est toujours en croissance. Alors, en juin 2002, vous avez gagné le partiel dans Berthier. Dans Berthier. Et trois autres candidats à des questes ont gagné leur partiel aussi. C'est ça, exactement. François Gaudreault va remporter Vimont et Sylvie L'Espérance Joliette. Et Benoît Fradet, qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, va passer à quelques votes de gagner. En fait, on ne pensait même pas que c'était pensable. Et dans Berthier, ça va être phénoménal. On va gagner avec 51 des voix, 65 de taux de participation dans une partielle. Il se passe quelque chose au Québec. C'est vraiment magique. Oui. On sent, depuis l'arrivée de l'ADQ et l'après-95, qu'il y a quelque chose qui se passe.
au niveau du discours politique. Avant, tout le monde s'entendait pas mal, libéraux, péquistes, sur la vision du développement du Québec. Et l'enjeu fondamental demeure les oui et les non. Hein? Oui. Avec l'arrivée de la DQ, mais surtout l'après 95, là, on redéfinit un peu les axes politiques. Et là, on va parler justement de capacité de vision à long terme. C'est là où on commence à dire comment on redéfinit l'État. C'est là où on se parle peut-être de questions qui deviennent un peu gauche-droite. Et du partage des responsabilités entre l'État, la communauté et les citoyens. Moi, c'est comme ça beaucoup que je vois la plateforme de la DQ après le congrès de 2000 particulièrement, où là, on va vraiment redéfinir les responsabilités. On va parler de l'économie du savoir et du savoir-faire, qui va être un des dossiers que je vais porter. Et là, on pense différemment. Vous avez dit plusieurs fois que pour vous, la politique est l'outil ultime pour changer les choses. Quand vous êtes entré pour la première fois comme député, pour votre au moins pour la sermentation à l'Assemblée, est-ce que vous étiez convaincu que le temps du changement est arrivé? En fait, c'est venu un peu avant. C'est avec la sermentation de François Corriveau, où là, je me souviens, on sentait qu'il se passait quelque chose. On sentait l'effervescence à la campagne. Je me souviens, j'étais là le soir à Bécomo, puis dans Bécomo, puis on voyait les résultats rentrer, puis on se disait, c'est possible. Et là, quand on a eu la sermentation de François, j'étais là, je l'animais, puis j'avais dit à la personne responsable du protocole, à Jean-François Provençal, vous savez quoi? Je pense qu'on aime ça, on va revenir. Alors, c'était une farce, c'était une boutade, mais c'était dans le sens que on avait envie qu'il y en ait plus. Là, c'était le fun. Le Mario n'était plus tout seul, puis on était capable. Alors, et là, quand on est retourné, évidemment, en 2002, quelques mois plus tard, là, on sent qu'il se passe quelque chose. Et il se passe tellement quelque chose que les gens, là, je me souviens, premier petit caucus qu'on fait, évidemment, on n'est pas des tonnes, là, mais on peut marcher tous ensemble sur la rue. Et on est sur Grande Allée, puis il y a des gens qui nous interpellent, puis qui veulent nous voir, puis qui veulent nous parler. Puis il y a vraiment quelque chose de significatif qui est en train de se passer. Puis c'est important ce que je dis là parce qu'en 2003, cette magie-là va être disparue complètement. Mais juste avant cette élection, qu'est-ce que vous voulez faire au Parlement? J'imagine, moi, je veux changer le ton. Vous voulez être là plus que quelques mois aussi. Bien oui, j'espère. C'est ce que j'aspire à faire. Mais moi, je pense qu'on est capable de changer le ton. Et on décide qu'on n'applaudit pas. Et on décide qu'on est capable de reconnaître ce que les autres font. Puis même si j'ai un chef qui est très incisif, quand même, on essaie d'apporter des solutions dans notre façon d'intervenir, de pas juste défaire ce que les autres proposent. Puis, en tout cas, j'ai cette humble aspiration-là de vouloir changer le ton. Et je me souviens, parce que quand on arrive à la sermentation, les chefs ont toujours un petit mot à dire pour accueillir les nouveaux élus. Et c'est M. Landry qui va un peu ridiculiser cette espèce d'idéalisme que j'ai de changer le ton. Et c'est plus tard que Louise Arel, qui est la présidente à ce moment-là de l'Assemblée nationale, va me dire, « Tu sais, Marie, quand tu étais là, tu as un peu changé le ton. » Et ça m'a fait très plaisir parce que c'est la preuve qu'on peut. C'est la preuve qu'il y a moyen de faire de la politique autrement au Québec et que ce 45 minutes que je détestais profondément, qui était la période de questions, n'est pas ce qu'est le rôle des politiciens au Québec. J'ai eu le privilège d'être en commission parlementaire avec Monique Jérôme-Forget et Pauline Marois, qui ont été, je dirais, des collègues, vraiment des collègues qui m'ont laissé de la place, qui ont dit, qui ont reconnu, qui m'ont laissé embarquer dans un train en marche, parce que c'est ça, être élu dans une partielle. Tu arrives dans un train en marche, dans une cohorte où les liens sont déjà faits, où les relations sont déjà comme établies, mais elles m'ont fait une place, elles m'ont permis de prendre la parole, de m'exprimer sur les différents projets de loi qu'on a débattus ensemble, et toujours dans le respect.
Mais fin 2002, vos chances étaient bonnes. Oui. Vous étiez vraiment bien dans les sondages. Oui. Mais aussi, ça vous a donné aussi le droit à des attaques de tous bords, tous côtés Incroyable. des autres partis. Mais ils voulaient vraiment attaquer à votre, comment dirais-je le mot, votre crédibilité, mettons. Rendu en 2002, on se dit, on est capable. On a le programme de 2003 va être un programme solide. Il va y avoir, ça va être fouillé, ça va être un programme responsable. Et mais l'étiquette qu'on est, que notre chef est le gars de la clip, que moi, je suis l'idéaliste de service, puis tout, là, ça va tout nous coller. Ils nous ont mis un casque, puis ça va nous coller. Mais quelle était, selon vous, votre responsabilité comme groupe parlementaire et la responsabilité des attaques qui, honnêtement, étaient vraiment sévères? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Sûrement. Sûrement, parce qu'on a déçu. Fait qu'on aurait pu faire mieux. Pourtant, on tentait chaque jour d'être... je reviens avec le mot responsable, mais d'être responsable, d'apporter des solutions, d'être présent. Mais on était, comme je vais le répéter, on était une petite équipe. Et le fardeau de la preuve était immense. Là. On nous demandait beaucoup. Si on avait eu à faire ça avec des machines aussi importantes que d'avoir le gouvernement derrière, d'avoir la machine du gouvernement qui est capable de te sortir tous les chiffres et tout, mais je demeure convaincue que dans les solutions qu'on apportait pour les Québécois, c'était fouillé, c'était responsable. Les gens pouvaient être pas d'accord, mais l'étiquette d'être un peu, c'est ça, des enfants d'école pas prêts, qu'on nous a accolés, bien, on l'a laissé coller. Il y a ça. Je pense qu'on l'a laissé coller. On ne s'est pas assez débattu. Au contraire, on pensait qu'en répondant aux questions, en étant plus vaillant, en fouillant davantage, on allait montrer par l'inverse. Mais non, il faut le dire. Il faut comme détricoter les étiquettes qu'on tente de nous mettre. Et nous, on essayait on le disait pas, on disait par l'action, ils vont bien voir qu'on est responsable puis qu'on est sérieux dans ce qu'on fait. Mais c'était pas assez. En Berthier, vous avez vu dès le début jusqu'à la fin, comme ça. Ah, je me souviens. Au déclenchement, c'était le lendemain d'un budget. Alors, ils ont déclenché tout de suite après le budget. Et je suis partie avec Mario dans le bus de campagne parce que j'allais faire l'allocution d'ouverture en fait, de son investiture, qui était comme le lancement de sa campagne en même temps. Et là, le lendemain matin, je reprenais la route pour mon comté, très tôt. Puis, on a eu un sondage dès le premier matin. C'était la campagne où il y avait des sondages tous les jours. Et à tous les jours, là, c'était comme une descente, c'était comme le supplice de la goutte. Là. Le descente de 0,1 0,1 0,1 de pourcentage. C'est comme 0,1 point de pourcentage. Et c'était comme ça, là, la descente, là, tranquille. Là. Puis c'était horrible. C'était tout simplement horrible. Puis il fallait faire campagne pareille, puis il faut être de bonne humeur pareil, puis il faut proposer pareil. Oui, parce que les gens regardent à terre. Ils ne veulent plus nous regarder, là, parce qu'ils ne veulent pas nous dire qu'ils ne sont pas contents. Mais de toute évidence, ils ne sont pas contents. Et moi, ça va être quelque chose que je vais trouver très, très lourd à porter parce que j'ai le sentiment qu'on a déçu. Mais je me souviens très bien, je faisais une émission les samedis soirs avec Louise Baudouin et Lynn Beauchamp. Puis on était les trois avec Pierre Maisonneuve. Et la dernière semaine, je ne sais pas quelle idée de génie qui nous est passée dans la tête, Monsieur Maisonneuve parle du lendemain des élections, mais je dis, on sera là. On sera là pour en parler. Puis là, il dit, comme ça, vous vous engagez à venir le lendemain de l'élection pour venir faire le bilan? Je dis, oui. Quelle idée. Hey! Bonsoir, ici Pierre Maisonneuve. J'ai vécu pour vous cette campagne électorale avec 3 candidates dans le cadre d'une rencontre hebdomadaire, confrontation tous les samedis de la campagne. Lynn Beauchamp, qui a remporté la victoire dans Bourassa-Sauvé pour le Parti libéral. Louise Baudouin, une ministre du Parti québécois qui a connu la défaite dans le comté de Chambly. Et Marie Grégoire, qui défendait les couleurs de l'ADQ dans le comté de Berthier, où elle était députée et qui a été battue hier soir par un très jeune péquiste. Nos 3 invités de confrontation avaient accepté de revenir au lendemain des élections, quel que soit le résultat. Elles ont tenu parole. Elles sont avec nous ce soir pour une dernière rencontre dans le cadre de cette élection. Marie Grégoire, Lynn Beauchamp
et Louise Baudouin, qui est à Québec. Quand un rotoculteur t'es passé sur le corps, là, aller faire de la télé, là, pas une bonne idée. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'effectivement, il y a eu la défaite. J'ai fait ce que j'avais à faire comme il faut, je pense, le soir même. J'ai parlé, je me suis excusée à mon chef parce que j'avais l'impression, lui aussi, de l'avoir laissé tomber. Puis là, après ça, je me suis en allée chez moi. Et le lendemain matin, j'avais une entrevue à la radio, mais je n'ai pas été capable de la faire, j'avais trop de peine. Alors, fait que là, c'est comme si les vannes de la baie James s'étaient ouvertes. J'ai généré beaucoup d'énergie, je pense. Mais là, j'avais cet engagement-là à RDI dans l'après-midi. Alors là, j'ai pris mon fils que j'ai mis dans la voiture et là, j'ai pris la 138 pour m'en aller à la maison parce que j'étais chez mes parents. Et là, il y a un policier, j'ai omis de faire un stop, un arrêt. Puis il y a un policier qui m'a arrêté. Alors, j'ai donné mon permis de conduire, je dois avoir les yeux, ça dépend. Et là, il dit « Ah, ça va être correct. Continuez votre chemin. Bonne journée, Marie. » Fait que je pense que je faisais un peu pitié. Je voulais pas faire pitié. Mais je me suis dit que là, il fallait que je me saisisse parce qu'il y avait des gens quand même qui avaient voté pour la DQ, puis c'était pas la fin d'un monde. Là. C'était juste... c'est ça, c'était juste comme un échec temporaire. Fait que je me suis ressaisie, puis je suis allée faire l'émission, mais ça a été une très, très dure journée et des journées très dures par la suite. Parce que c'est ça, c'était pas tant la défaite, c'était le fait d'avoir déçu des gens qui me peinait beaucoup. Est-ce que cette défaite a mis fin à votre implication à des kystes? Non. Je vais continuer après. Je vais être présidente du Congrès, pas du Congrès, mais de la commission politique. Puis en 2004, là, je vais prendre une pause. Dans le fond, ça fait 10 ans. C'est un engagement dans les coulisses et en avant, comme je l'avais promis. Mais là, moi, j'ai une vision différente de là où je veux que ça aille. Je vois, c'est comme le développement durable, quant à moi, doit prendre une place plus importante. Donc, on doit miser davantage sur l'éducation. Et il y a comme un autre courant au parti qui voit une plateforme plus résolument de droite, moins d'État, dans le moins d'État. Ouais. Moi, je vois du mieux d'État, du partage des responsabilités différents. Et il y a des gens qui veulent juste moins d'État. Puis moi, je ne suis pas là-dedans. Fait que je fais le congrès de 2004 qui doit réaffirmer les valeurs du parti. Les militants choisissent de réaffirmer les valeurs du parti, mais c'est difficile, c'est lourd. À la commission politique, c'est difficile, c'est lourd. Je sens qu'il y a ça. Puis je décide que je vais m'engager différemment, que mon engagement va prendre une autre voie et je vais prendre une pause politique. En 2008, comment avez-vous réagi à la démission de Mario Dumont, puis aussi en 2012, la disparition de l'ADQ en faveur de la Coalition Avenir Québec? Oh, mon Dieu! Ça commence en 2007, où Mario devient chef de l'opposition. Je suis comme tellement fière, tellement fière. Comme j'ai dit, il a la tête dure, puis il est persévérant, puis c'est comme, je pense qu'il est arrivé là. Il est passé tout près, puis lui sait déjà que ça va être dur, que l'opposition, comme tous les chefs d'opposition l'ont dit, hein, que c'est un poste très ingrat. Mm-hmm. Et l'opposition dans un gouvernement minoritaire. Alors, et les gens ne sont pas très patients avec Mario Dumont. Ils l'aiment beaucoup, mais ils ne lui donnent pas beaucoup le droit à l'erreur. Hein? Alors, on va lui reprocher certains gestes. Moi, je dis qu'il y a des chefs de parti qui ont fait pire que ça dans la vie. Mais bon, et donc, 2008, le résultat de 2008 va arriver. Ça me fait de la peine, mais je le comprends, de voir Mario quitter la politique. Je le comprends parce qu'il a donné beaucoup au Québec. Il a donné une partie de sa vie. Il a commencé très jeune. Il a sa famille. Mais je pense que le Québec perd, par exemple, parce que c'est un politicien qui aime profondément le Québec et qui a cette capacité de voir 2 pas en avant tout le temps. Et 2012, bien, c'est vraiment... Puis ça finit tout croche. Ouais. Ah, c'est décevant.
c'est d'un décevant, mais encore là, moi, je suis très petit prince dans la vie. Tu sais, le petit prince m'a beaucoup... on est responsable de sa rose. Alors, la journée où j'ai décidé d'être moi engagée à la DQ, j'ai accepté que d'autres allaient prendre le relais. Oui, oui. Fait que je peux pas critiquer. Je trouve que ça finit tout croche, là, mais j'avais juste à rester engagée si je voulais que ça soit autrement. Puis j'avais juste à m'y investir davantage si je voulais que ça soit autrement. Puis c'est pas ce que j'ai fait. Vous avez fait beaucoup devant les caméras depuis ces années-là. Oui. Pas seulement comme communicatrice derrière, mais comme en ondes. Ça a commencé avec une émission qui s'appelait Confrontation. Et Confrontation, il faut se rappeler que c'était très aligné politiquement. Il y avait Ouais. Jean-Pierre Charbonneau, il y avait Lisa Frula et il y avait moi avec Simon Durivage. Et pendant la campagne de 2007, et ça ne devait durer que la campagne de 2007, Uh-huh. mais comme ça va être un gouvernement minoritaire, en 2007, on nous demande à Radio-Canada de rester dans l'équipe et de continuer à faire quelque chose qui va s'appeler le Club des ex. Alors là, ça devient autre chose. Et ça évolue rapidement pour moi. Et ça va avec, justement, le parcours politique de Mario Dumont. C'est que 2007, oui, peut-être que je suis encore là. Militante. Oui. 2008, bien là, à partir du moment où Mario part, c'est plus du tout... J'ai plus la même relation avec la DQ. J'ai plus cette connexion. Tu sais, c'est des gens... Les gens sont là, puis tout ça, je comprends, là. Mais l'espèce de... C'est une extrême fidélité parce que quand tu es allé, il y a une expression que j'aime pas, mais j'en ai pas de meilleure, mais quand tu es allé dans la tranchée avec quelqu'un, là, tu es solidaire. Mm. Ben avec Mario, là, on avait ça, tu sais. On pouvait être très critiques un envers l'autre. On avait le droit. Mais personne n'avait le droit d'être critique envers Mario devant moi. Et je pense que l'inverse était vrai aussi. On était comme, je disais tout le temps, grande sœur et petit frère de la politique, parce que je suis plus vieille que lui. Bien, on était très liés. Même si on n'était pas... Les gens pensaient qu'on se parlait 24 fois par jour, là. Non. C'était sans se parler souvent. C'était en étant chacun en train de faire ce qu'on avait à faire. Mais c'est ça. Donc, 2008, beaucoup plus de liberté. Et aujourd'hui, bien, j'ai pas... Je pense que je suis une observatrice de la politique. Ma fidélité première est au Québec. Je regarde la politique à travers ce prisme-là. Mais en 2015, vous avez quitté les ex, mais pour revenir l'année suivante, Oui. qu'est-ce qui est arrivé? Je suis allée tester ma capacité de faire une chose. Puis j'ai pas bien réussi. Alors, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Tact avec des collègues extraordinaires. Puis j'ai voulu, tu sais, comme, même s'ils me connaissaient comme étant cette touche-à-tout qui faisait un peu toutes sortes d'affaires, je travaillais plus qu'à temps plein chez Tact, c'était pas ça l'enjeu. Mais je me suis dit, je vais essayer de voir si je suis capable de faire que ça. Et finalement, je continuais de faire un petit peu de radio quand même. Mais finalement, je me suis dit, j'aime être touche-à-tout. J'aime faire différentes choses. Et j'ai décidé de me lancer un peu dans le vide après 4 ans chez Tact, de vendre ma participation chez Tact, puis d'essayer autre chose. Et au même moment où à peu près, Radio-Canada m'a rappelé parce qu'Hélène quittait, Hélène Dano quittait. Et là, on m'a demandé si je voulais revenir. Et j'ai pas l'habitude de revenir, moi. Je suis pas une bien bonne reveneuse. Mais là, je me suis dit, en fait, c'est mon conjoint qui m'a dit, pense-y 2 minutes. Tu sais, tu veux réinventer un peu ta vie, t'aimais ça, faire ça, donne-toi le droit de revenir si ça te tente. Maintenant que vous vivez la politique différemment, est-ce que c'est aussi engageante que la politique active? En fait, je dirais que j'ai un engagement encore très citoyen, très présent. Fait que quand je commente la politique, je me sens la responsabilité d'avoir les faits, de creuser, d'aller voir. Ça, pour moi, c'est hyper important. Puis, je demeure engagée sur le terrain, puis je trouve que ça amène une couleur aux commentaires que je fais.
Donc, que je sois engagée avec le ceci en aide humanitaire ou internationale, ou que je sois engagée avec la Fondation de l'alphabétisation, c'est pour moi une façon de nourrir ma réflexion aussi. Donc, je donne dans mon engagement, mais je reçois aussi beaucoup. Et ça aide à nourrir ma grille de réflexion de manière exceptionnelle. Comme vous venez de dire que vous continuez de promouvoir les causes qui vous sont importantes. Les femmes en politique, les jeunes en politique. Comment voyez-vous la politique d'aujourd'hui à travers ce prisme-là? Je pense qu'il y a un chantier à faire au Québec. On a un chantier à faire sur comment on veut définir le politique. Et je m'explique. Je pense qu'il faut travailler davantage sur le rôle du député, sur la valorisation du rôle du député. La valorisation du politique, ce qui se passe dans nos parlements. Ça reste, et vous l'avez dit tantôt, une phrase qui m'est chère, c'est de dire que c'est le lieu ultime pour changer les choses. C'est important de le faire avec les citoyens, c'est important la participation citoyenne, mais la place, là, où on change les choses, où on change la loi, là, quand vient le temps de le faire, c'est les 125 qui sont réunis. Il faut laisser davantage de marge de manœuvre aux députés. Il faut qu'il y ait plus de décisions en coalition. Il faut qu'on pense davantage en consensus. Il y a plein de parlements qui peuvent nous inspirer, puis plein d'éléments dans les parlements qui peuvent nous inspirer. Au Parlement d'Écosse, on prend des décisions en consensus. On peut-tu s'inspirer de ça pour réformer notre Parlement à Québec, puis le rendre juste plus beau aux yeux des citoyens? Parce que je trouve ça triste. On aime souvent notre député, mais on n'aime pas les députés. Puis, j'aime pas qu'on parle des « eux » et « nous ». Eux, les élus. Eux, la classe politique. Hey, à Québec, là, on est assez privilégiés. La barrière à l'entrée avec l'argent a été beaucoup diminuée avec l'adoption du projet de loi sur le financement des partis politiques. Puis les femmes doivent savoir que c'est pas... ils sont pas juste bonnes dans les coulisses, puis dans les organismes, puis aider, puis à l'organisation. Non, on a envie de les entendre. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose qui fait que je viens souvent au Parlement pour juste échanger avec des femmes qui ont envie de faire de la politique, que ce soit avec le groupe Femmes politiques et démocratie. Je suis aussi partenaire d'un magazine qui s'appelle Première en affaires, mais qui parle donc du pouvoir des femmes. Est-ce que pour vous, l'éducation est toujours la clé pour l'avenir? J'espère tellement que la première priorité, peu importe le fait qu'on soit dans une société vieillissante ou pas, ce soit l'éducation. J'y rêve, j'en rêve. Je l'ai écrit dans le cœur des Québécois parce que pour moi, c'est la base d'une société, d'une démocratie en santé. Si on donne des outils aux gens, les gens vont être à même de faire des choix, vont être outillés pour se faire une vie autant personnelle que collective qui va être à la hauteur de leur aspiration. Êtes-vous toujours contente de votre participation à la politique active? J'aurais aimé qu'elle soit plus significative. Mais c'est ça. Hein, moi, je dis toujours, les gens de Berthier ont décidé. Hein, puis la population du Québec a décidé. Puis on dit toujours, moi, la démocratie, c'est un modèle bien imparfait, mais c'est encore le meilleur des modèles. Fait que c'est comme ça que je le prends. Puis j'espère que j'ai une contribution différente qui permet quand même de faire avancer un peu les choses. Merci, Mme Grégoire. Merci.